Destiné à l'enseignement du droit, Jean-Claude Rivet-Bifurque devient en 1967 secrétaire particulier de Jean Lesage, puis conseiller de Robert Bourassa. Député de Jean Talon de 1979 à 1985, il préfère ensuite retourner à ses fonctions de conseiller du premier ministre. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Rivet. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Oui. Vous êtes né à l'Assomption, Oui. au nord-est de Montréal. Oui. Parlez-moi de votre enfance dans cette région-là. Je suis d'enfance d'abord dans un milieu agricole, mais mon père était producteur laitier avec ses frères, etc. Très traditionnel. Évidemment, dans un coin de pays qui était favorisé dans un sens parce que il y avait un collège classique, il y avait une grande industrie qui était les industries Roy, qui était assez prospère. Et le milieu agricole aussi était particulièrement florissant à l'époque. Alors, avec les cousins, les cousines, c'était le monde des années 50, là, si vous voulez, avec toutes nos certitudes et avec cette conviction qu'on vivait dans le meilleur coin de pays du monde. Mais avez-vous grandi sur la ferme? Oui, jusqu'à peu près à l'âge de 14-15 ans. OK. Et ensuite, mon père a vendu la ferme et puis il est allé... On a déménagé, comme on disait à l'époque, au village, qui était dans la ville de l'Assomption. Et j'ai toujours resté à l'Assomption, finalement, jusqu'à l'âge de 25 ans, avant de m'en venir à Québec. Alors, les études de l'Assomption, le primaire, le secondaire et... après ça, bien sûr, la chance unique d'avoir un collège classique comme le collège de l'Assomption, qui est un des plus vieux collèges classiques après le séminaire de Québec, je crois. Alors, c'était disponible. Alors, c'est ce qui me convenait beaucoup. Oui, parce que ce collège-là, l'alma mater doit être une source de grande fierté pour le collège, avec Laurier, avec bien d'autres aussi. Oui, bien d'autres. Dans le personnel politique, oui, c'est ça. C'est un collège qui... Il y avait Saint-Wilfrid Laurier, mais il y a des gens aussi comme Camille Lorrain, Pierre Laporte, qui ont fait le Guy Rocher aussi, l'éminent, André Reynaud, qui a été député ici. Et à un moment donné, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, on était 6 ou 7 qui venions de l'Assomption, du Collège de l'Assomption. Il y avait Yvon Picotte, il y avait Denise Leblanc-Benté, qui était député, Alain Marcoux, qui était député de Rimouski, qui était ministre, Raymond Brouillette, etc. Alors, c'est un collège qui était en banlieue de Montréal, qui était dans le diocèse de Montréal, qui était très clérical, mais qui avait une vision très, très nationaliste, si vous voulez. Pas nationaliste dans le sens québécois, là, dans le sens vraiment canadien-français. À cause de l'héritage, bien sûr, de Laurier. Tout le monde ne jurait que par... et on lisait d'ailleurs les discours de Sir Wilfrid Laurier, parce que c'était la grande fierté, bien sûr, du collège à ce moment-là. Pourquoi, après le collège, avez-vous décidé d'étudier le droit, et surtout le droit constitutionnel et pour la direction des affaires? Ben, moi, je m'intéressais beaucoup, bien sûr, le droit était plus proche des activités, si vous voulez, des affaires publiques en général. Comme je m'intéressais beaucoup aux affaires publiques, non seulement dans sa dimension politique, mais aussi dans sa dimension de sociétale, si vous voulez. Alors, le droit, pour moi, c'était naturel. Là. Vraiment, je n'ai pas hésité en aucune façon. Plusieurs de mes amis, à l'époque, qui avaient une très grande ferveur, allaient vers les sciences sociales qui étaient naissantes à l'Université de Montréal, en économie, en sociologie, en Sciences Po, en criminologie. Et moi, j'étais plus orienté vers le droit. Je trouvais que ça correspondait peut-être davantage à ma personnalité. Et vraiment, c'était sans hésitation. Et je le savais. Je l'ai su très tôt que j'irais à la faculté de droit après le cours classique, oui. Et vous étiez même en route envers une vie d'enseignement à l'université en droit, mais finalement, vous avez juste Jean Lesage. Oui, bien, c'est ça. À l'université, en fait, j'ai fait la licence en droit, là, ensuite le barreau. Puis après ça, j'ai fait une année de ma maîtrise, 1 an.
ce qu'on appelait le diplôme d'études supérieures. Mais l'idée, c'était d'aller à l'étranger après ma maîtrise et de prendre un doctorat et de retourner. J'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé être professeur à la faculté de droit. Là. Ça aurait été vraiment, ça aurait été mon ambition et c'était mon projet, en tout cas, à l'époque. Et il est arrivé un accident qui a été une catastrophe pour la science juridique, qui a fait que toute ma vie, je l'ai passée en dehors de la science juridique comme telle pour être en politique. Alors, j'ai bifurqué. Mais j'ai toujours voulu revenir à chacune des étapes de ma carrière, dans les 10 prochaines années. J'espérais toujours revenir à la faculté de droit, mais à un moment donné, c'est devenu un rêve inaccessible. Mais comment ça, avec Jean Lesage? Oui, ben, par hasard, parce que j'avais un petit bureau, quand je faisais ma maîtrise, j'avais un petit bureau d'avocat à l'Assomption. Je tapais moi-même mes procédures, un soir par semaine. Alors, on faisait des droits matrimoniaux, j'avais aussi des causes syndicales, des comités paritaires, les fameux accidents d'automobile qui étaient très rentables pour les avocats. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance automobile. Alors, on réglait les causes. Puis, à un moment donné, dans le règlement d'une cause, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, qui me demande ce que je fais, que je connaissais un peu. Parce que je travaillais un peu, j'avais participé à des activités du Parti libéral là, dans le comté uniquement. Mais sans plus. Alors, j'avais rencontré, puis il me dit, j'ai rencontré un nommé Paul Desrochers, qui travaillait à l'époque avec M. Lesage. Je faisais ma maîtrise, ça. Il dit, je cherche un jeune avocat, il dit, pour le travail parlementaire, puis il dit, ça t'intéresserait-tu? Bon, j'ai dit, OK. Tu sais, Jean Lesage, à l'époque, c'était comme entrer c'était le grand personnage politique du temps. C'était comme rentrer dans une grande cathédrale à Notre-Dame de Paris, si vous voulez. Alors, d'avoir accès à M. Lesage, c'était fantastique. Alors, 2-3 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone de Raymond Garneau, qui était le chef de cabinet de M. Lesage, qui était dans l'opposition. Et puis, j'étais allé au Congrès aussi. C'est immédiatement après le Congrès où René Lévesque a quitté la vie politique, a fait fonder le mouvement Souveraineté Association. Moi, j'étais plus proche de Paul Gérin-Lajoie avec le statut particulier, etc. Alors, après le Congrès, 2-3 jours après, j'ai reçu un appel et de venir rencontrer ici M. Lesage. Alors, j'ai vu Raymond Garneau, je suis rentré dans le bureau de M. Lesage, il m'a pris pour 3 mois et ça dure depuis ce temps. Avec M. Lesage, c'était une aventure, un homme que j'ai admiré, que j'ai profondément aimé. Jusqu'à la veille de sa mort, d'ailleurs. Je restais très, très près de M. Lesage. Et M. Lesage j'ai travaillé comme jamais dans ma vie, parce que M. Lesage était un grand parlementaire. Il intervenait sur chacun des projets de loi en deuxième lecture. Il fallait écrire un discours de la première à la dernière ligne, toutes ses interventions. Alors, j'ai écrit toutes ses interventions avec lui, bien sûr, puis... Alors, c'est facile. C'était Raymond Raymond Garneau, qui était son chef de cabinet, voyait à l'administration de l'aile parlementaire. Mais Raymond avait une formation économique. Alors, tous les dossiers économiques, c'était Raymond. Puis, le reste, c'était moi. Alors, j'ai écrit des discours. Et faire un discours avec Jean Lesage, c'est le faire avec le dictionnaire. Il y avait un sens de la précision de la langue française. Et puis là, il feuilletait dans son dictionnaire. C'était assez fascinant. Alors, Paul Desrochers était là, bien sûr, comme on le rappelait avec M. Lesage. Et pour moi, c'était une expérience incroyable de travailler avec un homme comme lui. Je comprends. Et quand M. Bourassa devient chef en 70, et vous avez resté au bureau, mais Jean Lesage était toujours là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Ouais, là, Jean Lesage était... Vous voyez, M. Bourassa a été élu en janvier, je crois. Et puis M. Lesage est resté jusqu'à l'élection comme député de Louis Hébert. Alors, il était assis juste derrière M. Bourassa en chambre. C'était un peu curieux. Alors, il faisait des gestes, etc. Il soufflait des choses à M. Bourassa. Ça donnait un petit truc parlementaire assez intéressant. Et non, alors, il est resté jusque-là. Et puis, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que disons que dans l'aile parlementaire, je travaillais pour M. Lesage, j'étais très près de Paul Gérin-Lajoie. Enfin, j'aimais beaucoup ce personnage-là, qui était tellement important pour le Québec. Alors, je connaissais M. Bourassa, mais pas beaucoup. Comme je faisais partie, bien sûr,
de la vie de l'opposition officielle de l'époque. J'étais là avec tout le monde. Mais je connaissais beaucoup. Ah, puis je n'ai pas participé à la campagne au leadership de M. Bourassa. Parce que j'étais avec M. Lesage, et M. Lesage était neutre, entre guillemets. Et alors, autant Ramon Garneau et moi, nous avons interdit de manifester quelques préférences que ce soit. Alors, moi, j'allais accompagner M. Lesage, qui présidait le comité organisateur. Alors, donc, et quand M. Bourassa a été élu, il est devenu chef de l'opposition en janvier, vous voyez, puis les élections ont eu lieu, je crois, 6 mois après, en avril. Alors, M. Bourassa est arrivé avec son monde, où il y avait Guy Langlois, qui était un jeune diplômé d'Harvard, qui était son chef de cabinet. Il y avait Paul Desrochers, qui était passé, bien sûr, avec lui comme organisateur de sa campagne, etc. Jean Prieur, Charles Denis, Claude Trudel, qui est devenu maire de Verdun, là, qui a fait une carrière municipale après. Alors ça, c'était son groupe inné, mais moi, je n'étais pas dans... Je connaissais ces gens-là, mais je n'étais pas dans... Et c'est M. Lesage. Moi, je voulais retourner, là, on parlait tantôt de l'université. Alors, après que M. Bourassa arrive, bon, moi, j'avais travaillé pendant 1 an et demi avec M. Lesage, j'étais très content de mon expérience. Alors, j'ai fait mes démarches à l'université pour voir s'il n'y avait pas moyen d'aller en Europe, etc. Et puis, quand le lendemain de l'élection de M. Bourassa, M. Lesage a rencontré M. Bourassa pour lui expliquer ça. Puis M. Lesage écrivait toujours tout. Alors, il a fait, je me rappelle, de sa grande feuille, 8,5 par 11, avec ce que Robert devait faire. Alors, il a dit, Robert, puis sur sa feuille, la première chose qu'il a dit, Robert, tu gardes Jean-Claude. Alors, sans doute pour faire plaisir à M. Lesage, M. Bourassa m'a accepté dans son groupe. Et là, bien sûr, on est parti avec l'élection. Et puis après ça, la fameuse période de 70 à 76. Parlons de 70, la crise d'octobre fut un énorme défi pour un vrai jeune premier ministre. Il faut toujours se rappeler qu'à l'époque, M. Bourassa avait 36 ans. Exactement. Et quel rôle avez-vous joué? J'étais junior, là, vraiment très, très junior. Je n'avais pas de rôle majeur. C'était Paul Desrochers, Robert Demers, qui étaient des amis, des avocats, Julien Chouinard, qui était secrétaire général du gouvernement, un rôle. Guy Langlois, bien sûr, le chef de cabinet de M. Bourassa. Moi, j'étais junior, là, vraiment pas... je faisais les téléphones, des trucs comme ça, là, avec les députés et les ministres, mais rien de... J'assistais pas aux réunions, sauf nous deux, là, mais de stratégie, etc. Alors, non, la crise d'octobre, ça a été ça. Je connaissais un peu aussi, bien sûr, la famille Brouillette, l'épouse de Pierre Laporte, qui venait de l'Assomption, qui était des amis de ma famille. Alors, cet aspect, c'est voir, par exemple, que les funérailles de Pierre, Mme Françoise Brouillette m'avait demandé que ce soit moi. Alors, je me suis occupé de toute l'organisation de tout ça. Alors, j'étais dans cette... Mais évidemment, j'étais au courant, je voyais les choses passer, et les décisions se prendre, et tout le climat est absolument terrible. C'est assez curieux parce qu'au moment où, bien sûr, il y avait eu des activités terroristes dans fin des années 60. Et quand est arrivée la crise d'octobre, moi, j'étais plus dans l'assurance maladie. Parce que le grand projet de l'époque, c'était la loi de l'assurance maladie qui avait été déposée. Et comme moi, je m'active dans le cabinet de M. Bourassa, je m'occupais essentiellement des activités parlementaires et législatives et des relations fédérales-provinciales. C'était un peu mon rayon d'action. Donc, je travaillais beaucoup sur l'assurance maladie avec l'équipe de Claude Castonguay. Et une des dernières réunions, d'ailleurs, du comité de législation, je siégeais au comité de législation, où Pierre Laporte était là. Pierre Laporte comme leader, qui était le leader du gouvernement. Et je me rappelle, on avait interrompu la séance pour écouter une déclaration d'un porte-parole du FLQ. Et je me rappelle, Pierre Laporte avait dit « Je ne peux pas croire qu'on est rendu là ». C'est assez étonnant. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, dans la crise d'octobre, alors, je n'étais pas directement impliqué dans le processus là, de décision. Puis le Québec était vraiment un
peu partout à ce moment-là. Tu sais, on avait l'affaire de Claude Ryan qui voulait quasiment Ouais, comme ben un là, gouvernement c'était, parallèle. Il y c'est avait ça, le fédéral avec son... Ben, le problème c'était est-ce que vous négociez ou pas? Il n'y avait pas grand système de référence, là. Est-ce que vous négociez avec les terroristes? D'abord, moi, la seule affaire que je retiens là, vraiment fondamentale, c'est autant au niveau de M. Trudeau, de M. Drapeau, que de M. Bourassa, qui étaient les décideurs, au fond. Moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'était que les décisions qui ont pu être prises, qui ont été les bonnes ou mauvaises à certains moments, c'était l'absence de qualité de l'information qui était transmise aux leaders. Parce que les systèmes policiers n'étaient vraiment pas encore au point. Aujourd'hui, on a un professionnalisme qui était très grand. Il y avait beaucoup d'amateurisme. Et si bien que c'était très difficile pour le leadership politique de prendre conscience de la réalité auquel il faisait face. Il y avait toutes sortes de rumeurs. Tout le monde arrivait selon leur tempérament ou autrement, en exagérant ou en diminuant ça. Alors, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que ce qui a été fait, les erreurs qui ont été commises en cours de route étaient dues vraiment à... Aujourd'hui, ça s'est perfectionné, bien sûr, mais là, à cette époque-là, c'était ça la réalité. Là. Les gens n'étaient pas prêts. On dirait que ça ne devait pas nous arriver à nous au Québec. Et ça va toujours... rester comme impression de cette époque, de la crise d'octobre comme telle. Vous retournez un peu à la place du Québec, au pays. En 71, en juin, M. Bourassa n'a pas signé l'entente de Victoria sur des changements constitutionnels. Pourquoi étiez-vous en faveur de ce refus-là? D'abord, on avait la crise d'octobre. Et et le leadership, autant de M. Bourassa que des autres, était très contesté. C'est le projet de Pierre-Éliott Trudeau, au fond. Le rapatriement, l'indépendance du Canada face à la Grande-Bretagne, c'est son grand projet politique là, qui l'a amené durant toute sa carrière par la suite, et une charte des droits. Mais rien, ou à peu près rien, pour le Québec. Pour renforcer les pouvoirs, pour confirmer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Il y avait une volonté du gouvernement du Québec de contrôler l'ensemble des prestations de sécurité revenu, dont les allocations familiales, etc. Et ça n'y était pas dans Victoria. Alors, quand il est arrivé la fin de ce processus-là, bien sûr, compte tenu du fait que c'était tellement important à l'époque, là, pour le Québec, M. Serre en avait abondamment parlé, M. Daniel Johnson père aussi en avait parlé. Alors, c'était vraiment dans l'ère politique du moment. C'était insuffisant comme entente. Et au sein même du gouvernement à l'époque, M. Castonguay, Jean-Paul Lallier aussi, qui était ministre, s'étaient objectés fortement. Alors, M. Bourassa, finalement... Parce que là, on se rembarquait dans une autre crise, parce qu'il faut réaliser qu'à cette époque-là, il y avait les affaires de gouvernement auxquelles M. Bourassa... Il y a eu la crise d'octobre, il y a eu cette crise constitutionnelle, mais il y avait des problèmes linguistiques, des inquiétudes linguistiques, il y avait des problèmes... il y avait toute la montée du sentiment nationaliste qui se traduisait bien sûr par... le Parti québécois, qui était le RN, mais après ça, le Parti québécois, il y avait toute une période de mobilisation dans les milieux culturels, enfin, des communications, tout ça, puis dans l'opinion publique aussi. Il y avait des tensions, là, vraiment, il fallait faire très attention, parce que la moindre chose devenait une crise nationale. Il y avait tout un climat, les tensions sociales, toute l'administration publique, avec des mobilisations syndicales incroyable, là, vraiment, presque à toutes les semaines, autant dans le secteur privé que dans le secteur public, d'ailleurs. Il y avait tout un climat, là. Alors, Victoria, en plus, là, c'était un peu trop, là, pour... alors, disons que c'était une décision d'opportunité, là, plus que... Mais on n'avançait pas, parce que là, c'était la fin aussi des revendications constitutionnelles du Québec. On avait accepté ça. Alors, M. Bourassa, finalement, il y avait M. Ryan, il y avait des gens beaucoup... qui avaient de l'influence, qui
qui conseillait au premier ministre de dire non, et finalement, il a dit non. En 1976, vous avez déjà parlé du Parti québécois, ils ont pris le pouvoir. Et pour M. Bourassa, c'était une défaite quasi totale. Il a quitté son poste comme chef du PLQ et est parti presque en exil en Europe. Pourquoi êtes-vous resté conseiller du chef intérimaire? Parce que vous avez dit déjà que vous aurez été tenté de retourner à l'école. J'ai fait ma dernière tentative de retour à la science juridique. Alors, j'ai fait de nouveau, quand M. Bourassa est arrivé la défaite électorale, alors là, à ce moment-là, j'ai réappliqué à l'université, mais là, les années avaient passé, là, ça faisait quand même près de 7-8 ans, alors, sans trop y croire. Enfin, ça, c'est pas terminé. Et ce qui est arrivé, c'est que, bon, M. Bourassa a démissionné. Il a fait venir Gérard Delévesque, ce grand parlementaire par excellence, qui a rendu des services tellement immenses au Parti libéral du Québec en prenant la suite de M. Bourassa et ensuite la suite de M. Ryan en gardant le Parti uni. Moi, je l'appelle toujours un peu le François Gendron du Parti libéral, comme François a fait avec le PQ à quelques reprises. Alors, là, moi, je cherchais des trucs dans le privé. J'étais avocat, alors je pouvais retourner à la pratique, aller dans le bureau. Mais, puis surtout à l'université, puis c'était pas trop évident. Et là, M. Bourassa rencontre M. Gérard Delévesque et lui dit, bon, ben Gérard, il faut redonner au Québec un choix. Là. Moi, c'est terminé. Alors, il n'y a que toi. Il faut garder le Parti libéral, le rebâtir, lui donner le temps de se reconstruire. M. Lévesque, René, va être le premier ministre avec son gouvernement pendant ça. Alors, Gérard D était vraiment l'homme tout désigné. Et Gérard Delévesque est sorti du bureau du premier ministre. Mon bureau était presque attenant celui du premier ministre. Et Gérard D rentre dans mon bureau, je le vois encore dans la porte, et il me dit « Toi, tu t'en viens avec moi à l'autre bord. » Alors, ça venait de décider de ma carrière une fois de plus. Tu sais. Alors, l'autre bord, bien, ça voulait dire qu'on passait du gouvernement à l'opposition. Et puis, c'était intéressant, c'était fascinant, parce que le Parti québécois arrivait, puis après ça, il fallait rebâtir le Parti libéral. Alors, je suis devenu conseiller politique là, dans l'opposition officielle avec Gérard Delévesque. Mais 3 ans plus tard, vous êtes plongé dans la politique active, dans un partiel dans Jean Talon. Est-ce qu'on vous a tordu le bras pour vous devenir député ou candidat? Bien là, M. Ryan avait été élu chef du parti. Et puis, au moment du leadership de M. Ryan, M. Ryan n'avait pas été, entre guillemets, correct là, avec Raymond Garneau dans son discours de remerciement. Enfin, il s'était abstenu de souligner les immenses mérites de Raymond Garneau, non seulement comme candidat à la chefferie, mais aussi antérieurement comme ministre et comme très proche collaborateur, le plus proche collaborateur de Jean Lesage. Ça reste Raymond Garneau, parce qu'il avait été là même dans la période de la Révolution tranquille. Et Raymond Garneau était, bien sûr, à Québec, une personnalité là, absolument dominante dans toutes les activités. Il était député de Jean Talon. Et là, Raymond Garneau décide de démissionner comme député. Et c'est le comté de Jean Talon, qui est un comté traditionnellement libéral. Le Parti québécois choisit son candidat, en fait sa candidate, qui était Louise Baudouin, qui était très connue, qui était chef de cabinet de Claude Morin. Louise, qui était une excellente candidate là, pour le Parti québécois. Et là, comme on avait un peu le même... il y a eu deux facteurs qui ont fait que mon nom est ressorti. Le premier, bien sûr, c'était que les libéraux de Québec, M. Ryan avait son candidat. Alors, la personne était excellente, mais le fait que ce soit le candidat de M. Ryan, il y a une réaction viscérale des libéraux du Québec. Ah ben non, il n'a pas été gentil avec Raymond s'il pense qu'il va, en parlant de M. Ryan, s'il pense qu'il va nous imposer son candidat. Donc, le candidat M. Ryan était immédiatement rejeté par les militants. Là, et comme moi, j'appartenais à la famille de M. Lesage, qui était celle de Raymond Garneau aussi, ici à Québec, alors, tous les libéraux qui étaient là avec M. Lesage me connaissaient bien. Je faisais partie du décor. Au début, c'était devenu une blague. Mais Jean-Claude, pourquoi tu ne te présentes pas? Puis après ça, l'aile parlementaire, avec qui je travaillais très proche, étant donné que j'étais avec Gérard Delévesque.
Et là, c'est Robert Lamontagne, et Marc-Yvan Côté aussi, qui était avec Michel Pagé. Ils ont trouvé que Louise Baudouin puis Jean-Claude Rivet, c'était deux carrières, deux parcours un peu pareils, un peu les mêmes dimensions. Enfin, même ils ont dit, ça serait parfait Jean-Claude contre Louis. Alors, cette conjonction-là des militants du comté et de la famille politique de M. Lesage, des libéraux, et là, les députés ont trouvé ça très bien, parce que j'étais ami avec à peu près tout le monde, puis on disait, tu sais, Thérèse Lavoie, Claude Forget, enfin André Reynaud, tous ceux qui étaient là, quand ils ont vu ça, ça serait le fun, Jean-Claude, que tu viennes député, avec les autres. Alors, je faisais déjà partie de la gang, si on peut explorer. Alors là, c'est là que je suis devenu candidat dans Jean Talon. Puis il faut dire aussi que, évidemment, le comté de Jean Talon, c'est un comté, bon, libéral, mais c'est un comté absolument magnifique parce que les militants, d'abord, sont très informés des réalités politiques, très engagés. Donc, autant sur le plan politique ou électoral, si vous voulez, au sens restreint, mais aussi au plan intellectuel, c'était passionnant de discuter avec ces gens-là. C'était des gens d'une qualité exceptionnelle. Merci beaucoup, M. Rivet. À la prochaine.